Bonjour, bienvenue dans les Tribulations d'Hildegard. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous allons parler d'un thème qui refait, enfin qui a toujours été là de manière très linéaire, mais qui refait surface, qui remonte à la surface de temps en temps, qui est l'anorexie mentale. Pour cela, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère. Alors c'est une histoire très complexe, qui n'a pas une fin heureuse. C'est un livre qui est sorti en 1978, donc qui est assez vieux, qui va finir par ne plus être réédité. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, faites-le, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Alors c'est un récit autobiographique qui est écrit donc par Valérie Valère et qui va parler de son internement à l'âge de 13 ans dans le service psychiatrique d'un grand hôpital parisien en raison d'une anorexie mentale grave. Elle est hospitalisée après avoir refusé toute nourriture pendant un moment. Alors, elle va décrire son expérience à l'hôpital, ces 4 mois d'internement, qui sont, j'utilise sciemment le terme internement puisqu'elle a été internée. Ce n'est pas une hospitalisation, c'est un internement. Je reviendrai tout à l'heure sur les causes de l'internement, enfin les règles de l'internement. Donc cet internement va être marqué par des traitements très brutaux, le fait de la forcer à manger, de personnel médical, etc. L'observation des autres patients, le personnel médical, souvent très, très déshumanisant. Elle va dépeindre un univers qui est très sombre, très pathétique, où la violence, elle est, avec la folie, c'est l'environnement quotidien. Elle écrit ce livre 2 ans plus tard, à 15 ans. Ça va dépasser la simple chronique hospitalière pour vraiment explorer les racines profondes de son comportement suicidaire, parce que c'est un comportement suicidaire. Et son chemin, alors je ne vais pas employer le mot guérison parce que c'est un mot qui pour moi ne veut rien dire. Vers cette période, en fait, je vais le remplacer par la période de rémission. Vous allez comprendre pourquoi après. Ce témoignage, il est publié en 82, et il faut savoir que Valérie Valère a mis fin à ses jours le 17 décembre 1981 par une surdose de médicaments. Ça a marqué beaucoup de monde à l'époque parce que c'est bouleversant de sincérité et de force en fait. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est interné à 13 ans, qui 2 ans plus tard en fait un récit, mais lisez-le et vous comprendrez, et avec une intelligence et une sensibilité c'est au-delà des mots, parce que voilà, on va être confronté à quelqu'un qui est une écorchée vive. C'est vraiment très, très poignant. Alors, c'est pas un livre qu'il faut lire quand vous êtes, je vais dire, au fond du trou, parce que ça va pas arranger les choses, mais ça laisse un témoignage sur ce que peut être une souffrance mentale extrême. Parce que ce livre, en fait, va explorer principalement la souffrance psychologique, c'est de l'adolescence, puisque c'est un trouble qui survient énormément, enfin qui survient, oui, beaucoup à l'adolescence, qui est centré sur cette anorexie mentale, qui est un des troubles alimentaires, c'est une forme d'autodestruction. Alors, on va dire maintenant les TCA, donc
qu'avant c'était les troubles du comportement alimentaire, et maintenant c'est devenu des troubles de la conduite alimentaire. Donc on change un petit peu, hein, c'est comme la gomme qui est devenue un matériau oléagineux, je ne sais plus quoi, machin. Donc on va, on va, on va arrêter toutes ces choses-là parce que ça ne, déjà ça me plaît pas, et puis voilà, moi j'appelle un chat, et comme ça on sait de quoi on parle. Donc moi, quand j'ai débuté, il y avait l'anorexie, la boulimie, c'est-à-dire effectivement des troubles du comportement alimentaire, des troubles alimentaires. On n'avait pas de comportement, hein, on n'avait pas glissé ce mot-là, puisque les deux sont sur une ligne, hein, de distorsion. L'anorexie et la boulimie, à un moment donné, elles sont imbriquées l'une dans l'autre, et puis après, il y a une séparation du comportement, enfin de l'alimentation. Elle va aussi dénoncer cette... alors, je replace aussi dans le contexte, on est en 78-80, je vais replacer ça dans la psychiatrie institutionnelle de l'époque, parce qu'il y en avait encore un peu, où elle va dénoncer aussi ces traitements brutaux et déshumanisants, hein, dans la psychiatrie pour enfants, hein, sur l'absence d'empathie du personnel, la violence physique, la non-écoute. C'est toujours valable à l'heure actuelle, puisque, comme je vous l'ai dit, la psychiatrie, c'est un peu une peau de chagrin, c'est-à-dire qu'on réduit, il y a moins de personnel formé. Alors, à l'époque, il y avait, quand on passait le concours d'infirmière, il me semble, il y avait, on avait la spécialisation infirmière psychiatrique ou infirmier psychiatrique et infirmier général. Je sais que la branche psychiatrique, à un moment donné, a chuté, donc ils ont confondu les deux, et donc aujourd'hui vous faites des études d'infirmière et vous pouvez aller en psychiatrie aussi bien qu'en médecine générale ou gérontologique ou pédiatrique, etc. Avec, je pense, des formations entre-temps pour chaque branche. Ça va aussi explorer, hein, le récit qu'elle fait, ces dysfonctionnements familiaux, parce qu'il faut trouver la racine, hein, la racine du mal-être. Et l'isolement des patients, hein, dans ces pavillons, où c'est, voilà, où il y a une ambiance, c'est entre la folie et le désespoir, hein, on n'est pas non plus dans quelque chose de 4 étoiles où tout va bien, hein, sous le meilleur des mondes, hein. Et en fait, elle va décrire que cet hôpital, c'est une prison, et que le traitement en lui-même est une souffrance. Elle est déjà en souffrance, donc on lui réinflige encore une souffrance. Voilà, on n'est pas des millefeuilles, hein. À un moment donné, toutes ces couches font que il y a une implosion. Il n'y a pas une explosion, il y a une implosion. On ne peut plus aller au-delà. Notre cerveau est conçu pour arriver à un niveau. La souffrance est telle qu'il n'y a plus de possibilité d'aller au-delà. On veut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'issue. Et on ne donne pas la possibilité d'avoir une porte de secours, simplement une porte de secours. Il y a cette force, cette résilience, hein, qui est très présente. On sent qu'il y a cette résilience quand même en fond, qui n'a pas trouvé malheureusement l'écoute et l'aide nécessaire. Je vais dire que le thème clé de ce roman, c'est cette rémission personnelle où en fait son écriture va devenir un outil de réflexion et de renaissance face à son propre comportement suicidaire. J'emploie le mot rémission parce que ça l'a sauvegardé pendant 7-8 ans. Mais les démons sont revenus parce que, en fait, voilà, tout est repoussé dans l'ombre, puisque je peux l'exprimer. Elle a trouvé cette forme d'expression qu'était l'écriture. Donc elle a tapis un petit peu ses propres démons, voilà, elle les a mis au placard. Elle a fermé la porte. Malheureusement, ils ont trouvé la clé. Et ils sont ressortis quelques années plus tard, et voilà, c'était plus supportable pour elle, et elle a fait ce choix-là. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné dans ce premier livre, hein, elle dit « Je n'ai pas demandé la vie, je n'en veux plus maintenant, j'ai le droit de choisir ».
je vous rappelle qu'elle a 13 ans. Voilà, c'est d'une maturité sans fond. Alors c'est sûr, on n'est pas sûr de la maturité de quelqu'un de 13 ans d'aujourd'hui, malheureusement. Je dis malheureusement parce que voilà, les jeunes filles d'aujourd'hui vont reproduire des comportements sans en chercher l'origine. Il y a quelques années, alors heureusement, merci les fabricants d'écouteurs d'avoir supprimé les écouteurs filaires, où j'avais vu passer ça. Elles faisaient le tour avec les écouteurs de leur taille et il fallait faire 2 fois avec le fil. Et si vous ne faisiez pas 2 fois avec le fil, ça veut dire que vous étiez grosse pour elles. Parce que, en fait, ce qu'on va renvoyer, c'est l'image. Mais qui renvoie cette image-là? Je parle quand on est adolescente. Qui renvoie cette image-là? Vous avez, alors aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez la mode, vous avez tout ce qui est magazine de mode, défilé de mode. C'est affligeant et rien n'a changé. Rien n'a changé. Aucun créateur de mode, aucun industriel de la mode n'a un jour dit ou pris position et fait les choses en disant désolé, aujourd'hui on n'est plus dans une taille 0 qui est en dessous du 30, hein, je crois. Donc aujourd'hui, je vais faire des vêtements pour des femmes dans la vie de tous les jours. Je conçois parfaitement que le créateur de mode fasse un vêtement qu'il présente à un défilé. Ce vêtement tombe parfaitement, etc. Parce que la femme qui le porte fait 38 kilos. Donc forcément, ça va tomber impeccable. Les gens qui ont la possibilité d'acheter ce vêtement, qui représente une très grosse somme, mais elles ne l'achètent pas sur pied. C'est-à-dire que le créateur, suivant la somme, etc., va l'adapter sur sa morphologie. Les grandes marques n'ont pas de taille 44. Je ne sais même pas s'ils ont une taille 42. Donc ça prouve bien l'impact de cette société-là. Alors c'est très phénomène, je vous l'accorde, c'est très phénomène, mais ça montre une image qui n'est pas une image réelle de la femme, je suis désolée. Quand on est plus jeune, vous avez le premier regard que vous avez, c'est le regard parental. Celui de la figure maternelle ou de la figure paternelle. Moi, il m'est arrivé de voir des pères appeler leur fille « alors la grosse, ça va ?» Je réponds même pas à ça. Voilà, c'est l'image de qu'est-ce qu'aujourd'hui la femme pour un homme. Et ne me dites pas ça reste des cas isolés, etc. Je ne suis pas dans un discours féministe enragé, enraciné, quoi que ce soit. La majorité des hommes, et je suis désolée de le dire aujourd'hui, voilà, ne veulent que des femmes minces. La preuve, hein, encore ce matin, je lis, voilà, si une femme fait plus de 50 kilos, c'est une vache. Si une femme finit, si une meuf, alors je vais essayer de mettre une phrase, enfin un sujet, un verbe, un complément, puisque quand cette personne parle, il n'y a pas tout ça, mais en gros, ça retraduit, ouais, si la meuf termine son assiette quand je date au resto, ben, il n'y a pas de deuxième rencard. Mais on est où là? Donc en fait, ben, la femme devient et reste l'objet sexuel de référence pour l'homme, c'est-à-dire que qu'il va exhiber. Regardez, voilà, je suis avec ça, voilà quoi. Il peut avoir, voilà,
un bide comme ça, il peut être petit, moche, gros, ce que vous voulez, mais il faut que sa femme soit impeccable, qu'elle soit juchée sur des talons de 15 centimètres ou 12 centimètres, qu'elle soit parfaitement pimpée, à la Kim Kardashian et compagnie. Non, 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 non. Je veux dire, il y a des femmes qui se sont battues pour la libération de la femme, il y a que cette image change, et cette génération-là qui est là, et même celle juste après moi, mais qui revient dans ce travers-là. Et aujourd'hui, le féminisme d'aujourd'hui ne se bat pas pour les bonnes raisons. Je suis désolée, je suis désolée. Je reviens à mon pavillon des enfants fous. Donc, pour définir l'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire bon, qui est grave, hein, vous l'avez compris, hein, qui est caractérisé par une restriction volontaire et prolongée de l'alimentation, qui va viser, alors dans un premier temps, elle va viser une perte de poids excessive, hein, malgré un poids qui est déjà anormalement bas, avec une peur intense de grossir et surtout une distorsion de l'image corporelle. Il faut bien prendre en compte que les anorexiques n'ont plus la perception de leur corps. Elles ne voient pas leur corps. Donc ça va être au travers d'images, ça va être au travers du regard des autres. C'est là où, voilà, ça rejoint ce que je disais parallèlement un petit peu avant. Il va y avoir donc un comptage obsessionnel des calories. Alors, c'est pareil, la société produit ce genre de choses aussi, et le conforte, parce que maintenant on dit, ben voilà, vous avez tant de calories dans ça, vous avez tant de calories dans ça, on fait des applications qui calculent vos calories, mais simplifiez-leur encore plus la vie. Au lieu de dire, voilà, au niveau de la nutrition, il vaut mieux associer de la viande avec des brocolis, ou je sais, tout le monde n'aime pas les brocolis, mais c'est très bon pour la santé, ou un ananas avec ça, ou voilà, faites des associations alimentaires qui vont donner une image visuelle. Alors, sur la cuisine, moi j'aime beaucoup la cuisine asiatique, parce que c'est déjà un plaisir pour les yeux, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la présentation, c'est en très petite quantité. Et voilà, ça nous amène à ouvrir, que ce soit bien les yeux, l'odorat, enfin le côté visuel, l'odorat. Voilà, ça met les papilles un petit peu en effervescence. Et en fait, on prend le plaisir, on redécouvre le plaisir de manger. C'est ce côté qui manque à cette cuisine occidentale. Attention, hein, voilà, vous avez la cuisine à l'huile d'olive. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que moi, la première fois, j'ai mangé un pain bagna. La première fois que j'ai mangé un pain bagna, j'ai pas terminé ce pain bagna. Et le serveur est arrivé et me dit, mais vous avez un problème? Je lui dis, oui, je crois qu'il voilà, y a un problème avec l'assaisonnement du pain bagna. Je pense que l'huile est rose. Il est allé voir le patron est arrivé et effectivement me dit, oh Ninette, tu n'as pas été élevée à l'huile d'olive, toi. Et, voilà, moi, la première fois que j'ai goûté l'huile d'olive, j'ai trouvé ça foncièrement pas bon du tout. Mais pas bon du tout. Donc, je me suis habituée, j'ai appris à connaître. Mais voilà, c'est un rapport qui est différent. On va goûter, on a des très bonnes choses, on a une gastronomie française qui est très riche, hein, dans tous les sens du terme, mais qui n'est plus d'actualité, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger un bœuf bourguignon à midi suivi d'une blanquette de veau le soir. Nous ne sommes pas, je veux dire, les tablés de Lino Ventura, Bernard Blier et compagnie, où en fait, voilà, c'était des bons vivants, c'était des gars qui aimaient la chair, le repas, le bon vivre ensemble, etc. Aujourd'hui, on se perd, on est dans de l'industriel, aujourd'hui, on est dans de la malbouffe. Et c'est ce qui est catastrophique. Mais y compris pour les troubles du comportement alimentaire, hein, puisque vous avez plus souvent des troubles qui vont être liés à des additifs, à des choses que l'on va rajouter dans des plats cuisinés, dans des plats tout prêts, etc., où les gens vont confondre les troubles alimentaires et les troubles du comportement alimentaire. Ce sont deux choses différentes, attention. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont vivre pour manger, alors qu'on doit manger pour vivre. C'est aussi simple que ça, je vais dire, hein, c'est aussi simpliste.
Donc, vous avez ce comptage obsessionnel de calories, vous avez les rituels lors de repas, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va un peu trier, mettre de côté, couper, qui va voilà, jouer avec la nourriture sans l'absorber, mais qui va donner le change. Vous n'allez pas vous en rendre compte dans un premier temps. Hein. Et ce sont des gens qui vont s'isoler par honte, par culpabilité, parce que le corps change, parce qu'on va leur dire ah t'as vu tu ressembles à un squelette, ah t'as vu t'es trop maigre, ah t'as vu t'es blanche, puisque c'est pas anodin, cette privation de nourriture sur du terme assez long va développer de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, des aménorrhées, des difficultés de concentration, et physiquement, hein, les organes vont finir par lâcher les uns aux autres. Hein. Vous avez, alors, on parle d'anorexie parce que c'était le sujet que je voulais aborder, vous avez aussi la boulimie, hein, puisque je vous ai dit que c'était intrinsèquement lié. La boulimie, ça va être des restrictions alimentaires, hein, donc on va tomber dans une forme assez légère d'anorexie, enfin légère si je peux m'exprimer comme ça, hein, et avec des crises d'hyperphagie et qui vont être suivies de vomissements, de prise de laxatifs, et là, donc là, on est encore sur de la culpabilité et puis de l'épuisement à terme, hein, puisque voilà, on ne peut pas avaler et ressortir ce qu'on a avalé sans que le processus de digestion se fasse. Ces adolescents hein, sont en souffrance. Donc, en fin de compte, le monde devient trop grand pour un cœur d'enfant et tout va devenir hostile. C'est cette absence de protection, ce que je vous disais tout à l'heure, protection maternelle, bon, elle est plus maternelle que paternelle dans ce qu'on va appeler la psyché, mais elle ne va pas effacer seulement l'innocence, hein, elle va briser la foi en l'amour qui devait protéger, parce qu'en fait, le problème va être le lien nourricier. Le lien nourricier, c'est la figure maternelle. Alors, c'est pas, je déteste, dans le cas de Valérie Valère, c'était des relations très, très, très compliquées familiales. Ça peut être familial, où il y a eu de la haine, hein, de la colère, de la rage, de la haine. Et vous avez l'autre aspect qui est cette identification, cette fusion avec la figure maternelle, qui est aussi un danger, puisque qui dit fusion dit je vais à un moment donné, dans l'ordre des choses, perdre ma mère. Voilà, donc c'est tout ça, ce sont de l'hyper sensibilité et qui va accroître cette souffrance parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raisonnement constructif. C'est difficile à expliquer et à vous faire comprendre parce que c'est, voilà, il n'y a pas de filtre. On vit dans notre vie de tous les jours avec des filtres parce que, voilà, nos géniteurs ont, à un moment donné, nous ont appris les normes sociales, nous ont appris à comment nous comporter, à être polis, à être, voilà, à avoir une réaction adaptée à plusieurs situations. Quand vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas ces réponses adaptées parce que vous ne comprenez pas de prime abord la situation. Il n'y a pas de code, vous ne comprenez pas les codes. Quand vous ne comprenez pas les codes, je vais vous faire un exemple tout simple, vous allez dans une partie du monde où vous allez être confronté à une population dont vous ne maîtrisez pas le langage, dont vous ne maîtrisez pas la façon de vivre. Par exemple, en Mongolie, quand vous entrez dans leurs habitations qui sont des yourtes, il ne faut jamais frapper à la porte. Vous ne connaissez pas les gens, mais il ne faut surtout pas frapper à la porte. Si vous frappez à la porte, par rapport à leur histoire, à leur inconscient collectif et à leurs croyances, vous allez provoquer l'entrée du mal chez eux. Vous ne le savez pas. Nous, notre réflexe occidental est de frapper à la porte pour dire, ben voilà, je m'annonce, est-ce que je peux rentrer, etc. Donc, en fait, voilà, vous ne possédez pas les codes. Donc, vous allez dans un premier temps regarder comment ça se passe. Vous allez
faire des faux pas, parce que c'est inévitable. Mais les personnes en face vont être compréhensives, parce que vous n'êtes pas de la même ethnie qu'eux, vous n'êtes pas de la même race qu'eux, vous ne connaissez pas leur histoire, ils ne connaissent pas la vôtre, donc ils vont avoir ce terrain d'entente et de se dire, c'est quelqu'un qui est quand même respectueux, donc je vais comprendre, je vais pardonner entre guillemets en disant, voilà, il ne sait pas, donc je vais lui montrer pour lui apprendre. Quelqu'un qui n'a pas les codes émotionnels, c'est 100 millions de fois pire parce qu'il ne va pas savoir identifier et reconnaître. Donc ça va être tout un apprentissage à faire et quelquefois la réaction première ne va pas être en adéquation parce qu'il faut le temps de la réflexion et de se dire « Ah oui, alors ça, il faut que je réagisse comme ça ». C'est très compliqué. Et on est dans une société qui ne pardonne aucun faux pas, qui ne pardonne pas la différence, hein, qui, même malgré tout les affiches et les campagnes qui sont faites, parce qu'on apprend que... alors pendant longtemps, on vous a dit, voilà, vous êtes autiste, vous êtes en surpoids, une obésité morbide, mais... oui, vous êtes différent parce que ta. Aujourd'hui, la société vous dit non, 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 vous n'êtes pas différent. On est dans un mensonge. De toute façon, on vit dans des mensonges répétés. Vous allez à un entretien d'embauche, vous pesez 50 kilos, vous êtes grande, blonde, aux yeux bleus, et à côté, vous avez Mathilde qui fait un bon 130 kilos, petite brune, avec des superbes yeux bleus, toute mimi. Vous pensez que le recruteur va choisir qui? Il ne va pas choisir Mathilde. Parce que d'un point de vue marketing, d'un point de vue sociétal, on va prendre ce qui nous ressemble, entre guillemets, ou ce qu'on veut avoir sous les yeux. Donc Mathilde est dérangeante. Dérangeante parce qu'elle a 140 kilos, elle a 100 kilos, ou 98 kilos, ou 90 kilos en trop. Et qu'elle n'est pas représentative de la féminité, parce qu'en fait on en est là, elle n'est pas représentative de la féminité. Alors c'est pareil, hein, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou cette obésité qui finit par devenir morbide, hein, puisque c'est les obésés extrêmes, c'est un état de souffrance. Quelqu'un qui est en obésité, et pour moi, ça n'engage que moi. Et pour moi, dans un très grand état de souffrance, c'est la bonne copine qui est toujours de bonne humeur, c'est le rayon de soleil, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est le bouffon du roi. C'est quelqu'un, vous dites, ah ben tiens, ouais, on fait une soirée, on invite Mathilde, hein, on invite Mathilde parce que elle est super rigolote, oh qu'est-ce que on a bien ri la dernière fois, on a bien rigolé, on s'est bien fendu la poire, mais est-ce que quelqu'un est allé voir derrière le bouffon du roi? Parce que c'est une souffrance. Pour moi, ça reste une souffrance. Alors, je ne dis pas que l'obésité, il y a des gens qui choisissent d'être obèses. Je ne pense pas. Hein, je ne pense pas. Si je fais erreur, qu'on me corrige, hein, qu'on me le dise. Je pense que c'est un cri d'alarme. Ce sont des gens qu'on n'écoute pas forcément parce que ben voilà, il y a ce côté beaucoup d'humour décalé, beaucoup voilà, on retient, on ne voit pas. Ce sont des gens, malgré leur corpulence, qui vont vous faire oublier leur corpulence, et vous n'allez les voir que voilà, parce qu'il va se dégager d'eux. Si ces personnes perdent du poids, ce sera la même chose, mais vous ne verrez pas ce trait de caractère d'abord. Donc, c'est des gens qui vont essayer de vous faire oublier cette opulence corporelle. Je n'aime pas le mot obésité. Je trouve qu'il n'est pas beau. Il y a des mots comme ça que je ne trouve pas beaux, et un jour, je vous en ferai une liste. Orphelinat, obésité, pour l'instant, ça commence par des hauts. On est dans le haut. Donc, cette opulence, ça commence aussi par un haut, cette opulence corporelle. Au XIVe, XVe siècle, les femmes opulentes, généreuses, étaient le canon suprême de la beauté.
Aujourd'hui, une femme qui n'a pas de forme, qui a pas de fesses, qui n'a pas de sein, qui est complètement osseuse, c'est la norme de beauté. Moi, il y a des choses que je ne comprends plus, mais bon, je ne cherche plus à comprendre. Donc cette anorexie mentale très poussée, suicidaire, comportement suicidaire, hein, de la même manière que cette boulimie à l'extrême, comportement suicidaire aussi, parce que voilà, on n'est pas, le corps n'est pas fait pour des chocs extrêmes comme ça. On va dire, alors, il y a beaucoup de gens, quand le pavillon des enfants fous est sorti, à 15-16 ans, elle a dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais bon, c'est parce qu'elle était jeune, elle n'avait pas encore développé les barrières psychiques de protection que l'enfant. Non, c'était quelqu'un d'une intelligence rare. Donc, les barrières de protection, elle les avait. Quelqu'un qui dit à 13 ans, je n'ai pas demandé la vie, je n'en veux plus, maintenant j'ai le droit de choisir. Voilà, c'est construit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a eu, je pense, des appels à l'aide bien avant, mais la société a fait, et le contexte familial a fait que ça n'a pas été entendu, que ça a été rejeté, que ça, on a demandé, on a mis une pression sur Valérie Valère qui était énorme. Ça reste et ça restera le plus grand échec de la psychiatrie en termes d'anorexie parce qu'elle l'a dénoncé, elle a dénoncé le traitement qu'elle subissait. Donc, c'est quelqu'un qui écrit « J'ai choisi de parler pour oublier, pour rayer, pour me libérer de ces humiliations quotidiennes, plus cruelles que les coups qui m'auraient permis de nourrir ma haine. » Donc on est sur une souffrance mentale. Quelqu'un qui vous dit que, voilà, elle raconte pour oublier. C'est quand même fou. C'est-à-dire, je jette les mots comme si c'était une absolution et de me dire, voilà, c'est passé, c'est derrière moi. Donc oui, elle est rentrée dans une rémission parce que en grandissant, en évoluant, elle a rencontré des personnes qui ont été des marchepieds, même si elle revendiquait d'être d'une très grande solitude. Les démons ont été remisés dans un placard, sauf que ils sont sortis à un moment donné, et la souffrance était telle que c'était plus possible d'avancer, c'était plus possible voilà. Alors, elle a écrit d'autres livres, dont un qui s'appelle L'ombre blanche. Je vous en parle pas, je voulais vous en parler, mais je vais pas vous en parler parce qu'il est plus du tout réédité, je crois qu'on ne le trouve plus du tout. Donc, et ce dernier livre, en fait, voilà, instaure sa fin de vie. Sa fin de vie, c'est-à-dire ce trouble alimentaire revient, avec ce trouble, cette dépression, cette haine, hein, cette rage, mais qui est pour soi-même en fait, qui est autodestructrice, parce que c'est une autodestruction, c'est un suicide, hein, tout bêtement. Alors il y a on vient pas me chercher, non, non. C'est un suicide, mais pas impulsif. Je vais dire, le suicide est pas par excellence normalement, enfin, logiquement impulsif. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas, ça se présente, vous le faites, tac. Si vous réfléchissez, votre instinct de survie va vous dire non, non, non. Là, c'est un suicide qui est prévu, qui est planifié, et on va se donner les moyens de le faire jusqu'au bout, en supprimant la nourriture. Si je ne me nourris plus, si je ne bois plus, mon corps va lâcher. Hein. Je vais faire un arrêt cardiaque et ça s'arrêtera là. Donc, c'est un livre, je pense, qu'il faut redécouvrir, qu'il faut lire pour comprendre un certain nombre de choses. Je ne vous ai pas mis de K-drama à côté parce que je n'avais pas envie, je voulais juste parler de ça. Je voulais parler de ces comportements sur les réseaux qui sont... Voilà, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vos enfants, vos ados regardent, parce que c'est très pernicieux. On ne fait pas souvent attention à ce qu'ils regardent. Moi, quand je vois qu'on file des tablettes à des gamins qui ont 3, 4, 5 ans, qui savent mieux se servir de moi qu'une tablette ou un téléphone parce qu'ils connaissent TikTok, YouTube, etc., je suis quand même un peu affolée. Alors, je ne dis rien parce que ce n'est pas mes enfants et que, quelque part, ça, je m'en fous.
je m'en fous, mais alors d'une intensité très profonde. C'est pas à moi de les éduquer et c'est pas à moi de dire quoi que ce soit, parce que derrière vous avez le discours qui va aller bien en disant mais toi t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu connais à l'éducation, qu'est-ce que tu veux. Non, alors stop, basta, j'en veux pas. Faites, voilà, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, faites attention, faites attention. Un enfant, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'avoir des barrières qu'on va faire évoluer au fil voilà, de sa vie, de son évolution. Voilà, c'est tellement simple, enfin simple, c'est... Je conçois qu'on n'ait pas le temps, je conçois que, voilà, on a toujours le temps, ça c'est un faux prétexte, mais faites attention, ça devient... alors là, je regarde sur les réseaux, alors tout le monde a des troubles alimentaires, du comportement alimentaire, tout le monde est HPI, tout le monde est autiste, tout le monde... Mais il faut arrêter avec ça, faut arrêter avec ça. Vous avez des enfants qui sont bêtes, les parents sont bêtes, les enfants sont bêtes, voilà, ils sont d'une intelligence moyenne. De toute façon, l'intelligence française est sur le déclin, sur les derniers rapports. Donc, voilà, tous vos enfants ne sont pas des HPI, hein, des hauts potentiels intellectuels. Un enfant, si vous le nourrissez, oui, il va être intelligent, bien sûr, il va connaître des choses, il va s'intéresser à des choses, vous allez éveiller sa curiosité, vous allez éveiller son intérêt, il va se passionner pour des choses, et ainsi de suite. Un enfant devant une tablette ou un téléphone portable, vous éveillez rien du tout. Je vous le dis tout de suite, ça c'est clair, net et précis. Donc après, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais ne venez pas voilà, crier au loup en disant mon enfant est hyper intelligent, non, mon enfant a décroché du scolaire parce que voilà, il a des troubles de l'attention parce qu'il est HPI, il est ci, il a des TDA, des TDAH, des TDAPC, des... Non. Regardez ce que font vos enfants, comment vous les nourrissez, comment ils vivent, et vous aurez la réponse. La semaine prochaine, je vous parlerai, alors c'est pareil, on va écluser très vite ceux qui non pas que l'anorexie ne me plaise pas, hein, mais ce sont des sujets où je pourrais en parler des heures et voilà, je ne fais qu'effleurer. Nous allons donc parler de Catherine Chébel. C'est ma Emma Bovary, c'est mon Flaubert Emma Bovary. Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Donc je vous ferai un résumé, je vous ferai une analyse des thèmes et je vous dirai pourquoi je n'ai aucune affinité avec cet auteur. Ce qui ne veut pas dire que je déconseille ses livres, attention, on en reste toujours sur la même chose, ça me concerne moi, je fais une analyse qui me concerne, alors je vais parler de son livre très impartialement, par contre, je vous dirai pourquoi moi, je n'ai pas d'affinité avec cet auteur. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Profitez du soleil, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de soleil, parce que chez nous, ça fait plus de 15 jours qu'il pleut et ça a commencé à me taper un peu sur le système. Aujourd'hui, on a un peu de rayon de soleil. Profitez bien de votre week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.